Ben, tout d'abord, merci Arispo, aux organisateurs, et merci pour votre présence. C'est un plaisir, c'est un réel honneur d'être pouvoir venir un peu vous parler de ce qui se fait en Wallonie. Il y aura beaucoup moins de chiffres, ça c'est certain, mais voilà, je vais un peu vous présenter la philosophie à laquelle on est arrivé finalement à ces fameuses mesures. Merci au spoil, non, je plaisante. Mais voilà, pour un peu vous expliquer la manière dont on a travaillé pour arriver à ça. Euh, bon, voilà, direction de la protection des sols, simplement pour vous rappeler, en Wallonie, en tout cas, il y a une administration régionale, c'est le service public de Wallonie, dans lequel il y a plusieurs entités, dont une qui est agriculture, ressources naturelles et environnement. Ça, c'est chaud comme entité. Et derrière ça, il y a un département sur les déchets. Et moi, je dirige le service qui s'occupe de la protection des sols, c'est-à-dire toute la réflexion sur la manière de gérer et de protéger les sols. J'ai une collègue qui, elle, dirige un service qui suit tous les assainissements, en gros, et les études qui sont rentrées par les experts. Donc, il y a une pièce à deux faces, en quelque sorte. Et ça vous donne un peu le, le, le cadre. Le cadre aussi, Wallonie, bon, voilà, une petite carte, 3 millions 6 habitants, un peu moins de 17 000 km². Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a à peu près 50% de cette superficie est dédiée à l'agriculture. Les sols sont dédiés à l'agriculture, dont, j'en parlerai, je le rappellerai un peu plus tard, moins de 5% de cette superficie-là, donc des 8500 km², bénéficient d'un épandage de boue d'épuration urbaine. Petit rappel contexte réglementaire, deux voies. Pour les boues d'épuration urbaine et industrielle, il y a toujours, pour fixer les normes sanitaires, une autorisation préalable qui est délivrée par le fédéral, puisque le fédéral est responsable de tout ce qui concerne les normes de produits et la mise sur le marché. Par contre, au niveau régional, et ça rentre dans le giron de mon service, c'est nous délivrons des certificats d'utilisation sur base d'une législation de 95 pour les boues d'épuration, d'une législation de 2001 pour les autres déchets valorisables et matières organiques, des certificats d'utilisation qui précisent combien on peut épandre, quelles conditions, sur tel autre paramètre, quelles sont les valeurs seuil à respecter. Donc, il y a un peu une double étape. Attends, je vérifie. Oui, OK. Juste un petit contexte. Au niveau belge, en tout cas, voilà. Donc, oui, la Flandre a défini une valeur seuil en PFAS. Il faut savoir qu'il n'y a pas de valorisation agricole de boue d'épuration qui est autorisée en Flandre. Bon, et donc en Wallonie, jusqu'à présent, jusqu'à un moment où là, ça tout a démarré, c'est vrai qu'il n'y avait pas de normes ou de valeurs spécifiques PFAS qui étaient reprises dans les certificats d'utilisation, ni même d'ailleurs dans les autorisations délivrées par le fédéral. Alors, un petit mot quand même sur le fait qu'en Wallonie, on a une législation qui est un décret régional sur la gestion et l'assainissement des sols. Je ne vais pas le passer en détail, simplement une chose à savoir, c'est que dans ce décret, on définit 5 types d'usages pour les sols, ils sont repris là, qu'on définit pour une cinquantaine à peu près de substances, éléments traces métalliques, hydrocarbures, certains ou d'autres, PCB ou HAP ou autres. On définit des valeurs seuil par usage et par substance, mais il n'y en a pas pour les PFAS, puisque la législation date de 2018, c'était un peu trop tôt pour se pencher là-dessus. Et s'il faut faire un assainissement, parce que on veut assainir un terrain qui est destiné à un usage résidentiel, par exemple, on prend la valeur seuil est dépassée, OK, vous devez assainir, vous devrez descendre à 80% de cette valeur-là pour avoir un coussin de sécurité. Pour les polluants qui sont non normés, donc les PFAS, là par contre, on a un calcul sur base d'une analyse d'évaluation du risque, un calcul de valeur limite par rapport au risque santé humaine, par rapport au risque de pollution des nappes et par rapport à la protection des services écosystémiques, qui sont des valeurs limites qui ne sont pas contraignantes, mais si les experts doivent faire des études, ils devront en tenir compte par rapport à sa valeur seuil-là dans leur rapport, histoire qu'on fasse une évaluation. Et ces valeurs sont mises à jour régulièrement. La dernière fois, je crois que c'était le début de ce mois-ci qu'elles ont d'ailleurs été mises à jour. Alors, quelques dates marquantes. Si vous voyez la carte du monde qui a été brièvement présentée, je crois, par un de mes présentateurs, vous verrez que la Wallonie, c'est un peu dans la tenaille. Ça venait du nord, des Pays-Bas, puis de Flandre, et puis on voyait que ça remontait aussi de France.
Et donc, mais l'événement en tout cas marquant, c'est évidemment le scandale en Flandre de l'usine 3M de Zwijndrecht, qui est un producteur. Nous n'avons pas de producteur de PFAS en Wallonie, pas à notre connaissance en tout cas. Nous avons des utilisateurs, ça c'est certain, mais pas de producteurs. Et donc, dès juillet 2021, pour les sols, ici je parle pour les sols, on a déjà pris certaines mesures préventives en matière de gestion de mouvements de terre excavés pour se protéger aussi du risque de ramasser des terres qui soient contaminées. Et aussi, on a défini ces fameuses valeurs limites pour le polluant non normé qui était les PFAS pour amener les experts dans leurs études là où c'était pertinent d'en tenir compte. Le gros point, c'est novembre 2023 avec une mission qui révèle en PFA sur base d'analyses qu'ils ont fait eux-mêmes sur le terrain. Et d'ailleurs, on n'a jamais su véritablement dans quelles conditions ils l'ont fait, à ma connaissance, mais qui tentait à démontrer que sur certains sites, il y avait effectivement une contamination en eau souterraine et en eau de surface. Et le plus problématique, c'est qu'effectivement, avec la révélation comme quoi il y avait eu effectivement des contaminations au-delà d'un nombre de 100 nanogrammes par litre, mais qui à l'époque n'était pas encore d'application véritablement, mais de l'eau de distribution publique. Il y a eu un plan d'action sur le gouvernement wallon pour les zones prioritaires, avec des analyses dans l'eau, mais aussi un biomonitoring humain pour ces zones qui avaient été contaminées. Et des débats extrêmement importants en commission environnement du Parlement wallon, puisqu'on était à quelques mois des élections. Alors, novembre 2024, il y a une nouvelle émission de la chaîne publique francophone sur la fameuse boue d'épuration dans les PFAS. Mais il faut avouer qu'on avait retenu la leçon de la gestion de la crise et dès décembre 2023, on avait établi un comité avec, nous, évidemment, et les représentants de l'administration wallonne, mais aussi avec la Société publique de gestion de l'eau. Savoir qu'en région wallonne, l'épuration urbaine, ce sont les intercommunales d'épuration qui gèrent les stations d'épuration, mais c'est la société publique de gestion qui finance les travaux et qui, en quelque sorte, rassemble, voire parfois chapeaute un peu ces intercommunales. Et l'Institut scientifique de services publics, qui était aussi membre de ce comité, parce qu'on se rendait compte qu'il fallait mener des travaux pour essayer de voir où on en était. Et donc, avec ça, et aussi avec le Centre de recherche agronomique de Wallon de Jean-Blou, dont Hélène van der Spuisen est présente parmi nous, je la remercie pour ça d'ailleurs, la SPGE donc, a mené un monitoring sur les 450 stations d'épuration connues et aussi sur les 100 unités de déshydratation de boue, échantillons ponctuels, avec une première campagne au printemps 2024 et une deuxième campagne à l'automne 2024. Bon, avec un petit problème, effectivement, dans les boues, les méthodes d'analyse standardisées, c'était pas toujours évident, mais enfin, à un moment, nous, à l'administration, on est à l'interface entre le politique, entre les acteurs concernés, mais aussi les utilisateurs et le citoyen. Je veux dire, on ne peut pas se permettre d'agir. Je veux dire, quand on fait un investissement, quand on se lance dans un projet, c'est peut-être un peu étroit, mais tant pis, les ailes de la voiture seront peut-être un peu écharpées, mais l'essentiel, c'est que la voiture passe et qu'on avance. Parce que sinon, on reste calé et ce n'est pas bon pour les citoyens. Vous voyez que les PFAS, intérêt de la presse, pas beaucoup de données disponibles, un risque pour la santé humaine, vous avez tous les éléments d'un événement détonnant médiatique. Et c'est ce qu'on a connu. Alors, quelques chiffres simplement. La production d'épuration urbaine représente en moyenne un peu plus de 50 000 tonnes de matière sèche par an, dont 72% sont valorisés en agriculture. Le reste se partage entre la valorisation énergétique et la co-incinération. Les 12 moyennes d'épandage, vous les voyez à l'écran. Et donc, comme j'ai déjà dit, moins de 5% de la superficie agricole utile est concernée par cet épandage. Alors, forcément, quand on était là, dans le comité de suivi, on se rendait compte qu'il n'y a pas de cadre normatif. Et donc, quel PFAS fallait-il cibler dans cet audit de la Société publique de gestion de l'eau? Et donc, on a plutôt pris le pli de dire, OK, prenons en compte en tous les cas, parce qu'il de faire des analyses sur les eaux et sur les boues, calquons-nous d'abord sur les substances qui sont déjà reprises dans la directive eau potable et dans la directive sur le nombre de qualité environnementale dans l'eau. On s'est dit, OK, ça fait 20 PFAS plus 24 PFAS. Et donc, la première campagne, on a pris tous les PFAS qui apparaissaient dans l'une des deux listes, c'est-à-dire 28. La seule chose, c'est que pour les boues, il y en avait un, ce n'était pas possible. Donc, OK, on a pris 27 PFAS dans les boues. Par contre, pour la deuxième campagne, en fonction des premiers résultats, mais aussi des réflexions qu'on menait sur comment il fallait faire, éventuellement, comment on allait amener aux mesures qui ont été prises. Là, c'est les 22 PFAS qui ont été mesurés, mais on a pris le TFA aussi. Là aussi, la problématique TFA en région wallonne,
elle alimente beaucoup le débat médiatique, à juste titre. Il faut se préoccuper de ça, hein, bien entendu. Alors bon, voilà, quand on a aussi, je le dis, on a comparé avec les limites dans d'autres pays. Bon, voilà, quand on regarde ça, on se dit, ok, bon, ben, effectivement, ça peut donner l'impression que c'est un peu le feu d'artifice. Mais surtout, une chose, c'est qu'on ne voulait pas se contenter du PFOA et du PFOS. Au vu des résultats et de l'impact et de l'enjeu que c'était, se limiter au PFOS et au PFOA, pour nous, c'était pas envisageable. Voilà. Et donc, forcément, vous allez voir que, tiens, comme par hasard, on a un peu lorgné peut-être sur le Danemark. Il faut savoir que la norme de 10 microgrammes au Danemark, ça équivaut, c'est équivalent à ne pas épandre du tout. Hein. C'est pas une interdiction, mais c'est tout. Comme. Donc, voilà. Et donc, le choix des polluants qui ont été retenus pour les campagnes, mais aussi pour les mesures qui ont été prises, c'est OK, on va regarder sur bas, en fait, l'ICEP et l'Institut scientifique des services publics et le Centre de recherche agronomique ont essayé de recalculer sur base des valeurs limites de la protection des sols, de ramener ça en fonction de certaines conditions de sol en disant qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour ne pas dépasser ces valeurs limites dans ces sols, ou en tout cas pas apporter plus de 20%. Ils ont essayé de traduire ça pour les différents PFAS. On s'est dit, OK, quels sont parmi ceux-là ceux qui visiblement se basent de la toxicité et donc de la valeur limite qui est calculée, quels sont les plus problématiques, quels sont ceux aussi qui sont détectés et surtout à des concentrations conséquentes. Et la combinaison de ces 4 éléments-là nous a amené finalement à retenir 4 PFAS, les 4 PFAS qui étaient déjà au niveau du Danemark, plus 2 PFAS qui visiblement étaient très, très, très présents dans les boues, même s'ils étaient moins toxiques, mais on ne pouvait pas les passer sous silence, et d'en rajouter ces autres pour avoir une somme. Par contre, ce qu'il y a eu derrière, c'est de dire, OK, on ne va pas modifier la législation parce que la base est encore trop peu stable, mais par contre, il faut prendre des mesures. Et c'est pour ça qu'on est passé par une circulaire ministérielle qui établit ces valeurs seuil, mais sur une base temporaire, c'est-à-dire qu'elles devront être réévaluées d'ici fin 2026. J'expliquerai pourquoi après, mais je pense que vous pouvez deviner pourquoi. Et surtout, par l'intermédiaire de la SPGE, une communication avec les intercommunales, parce qu'elle doit savoir dans quel jeu elles jouent et comment elles vont devoir appliquer ces différentes mesures, et aussi surtout avec les agriculteurs. Donc très vite, on a, parce qu'on sentait la tension et la crainte monter chez les agriculteurs, notamment après la diffusion de l'émission de la télévision publique, on a très vite dit, OK, on va écrire une lettre neutre, qui ne fait pas la promotion ni pour l'un, ni pour, ni contre, mais simplement dire, voilà les faits, voilà ce qu'on sait, voilà comment vous êtes concernés, à tous les agriculteurs qui avaient reçu des boues d'épuration sur les 3 dernières années. On s'est dit, c'est essentiel, parce qu'à côté du comité de suivi, on a aussi un comité qui se réunit assez régulièrement avec les syndicats agricoles, dans lequel on échange. On explique ce qui a été fait, on reçoit un peu leurs réactions ou les réactions qui proviennent des agriculteurs avec lesquels ils sont en contact. Et ça, on estime que c'est important. Donc, les mesures temporaires. Oui, voilà. Donc, c'est alors qu'auparavant, on autorisait en moyenne 12 tonnes de matière sèche par hectare sur une période de 3 ans, on a dit, OK, pour les boues d'épuration urbaine, on réduit de moitié. Si on réduit de moitié, ça signifie qu'on peut autoriser éventuellement des valeurs un petit peu plus élevées pour limiter l'apport. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé. Donc, sur les 6 VFAS que vous voyez à l'écran, la valeur cible de 40 microgrammes par kilo de matière sèche et la deuxième valeur cible, qui est cumulative, de 400 microgrammes par kilo de matière sèche pour ces 6 VFAS plus ces autres qui étaient moins toxiques ou moins présents. C'est aussi accompagné de ceci, à savoir que donc, si une des deux valeurs cibles pour un lot de boue, après contre-analyse le cas échéant, dépasse une des deux valeurs seuil, pas de valorisation. La valorisation, si la station d'épuration a 2 lots consécutifs qui dépassent un de ces seuils, ils ne peuvent plus valoriser jusqu'à nouvel ordre. À ce moment-là, ils passent malheureusement d'office en valorisation énergétique. Et ils peuvent réintroduire. C'est des règles qui ont été discutées avec les intercommunales et SPGE. Hein, donc, ce n'est pas nous qui les avons décidées de but en blanc. On s'est mis plus ou moins d'accord, qui est de dire, et la station d'épuration peut recommencer sa valorisation à partir du moment où, après cet incident-là et ce retrait de la valorisation, il y a 6 échantillons qui sont conformes, à raison d'un échantillon par mois minimum.
Ça peut être plus, mais voilà. Alors, je vais me permettre de reprendre ici une comparaison entre les deux audits qui ont été la SPGE donc au printemps et à l'automne 2024. Par rapport à la, vous voyez, je pense que vous savez le lire, oui, ok, sur la somme des 6 PFAS, sur la somme des 22 PFAS, on se rend compte qu'en fait, sur 98 sites de déshydratation qui ont été, sur les boues qui ont été analysés, on a à peu près 3% qui dépassent, mais c'est essentiellement le seuil des 6 PFAS. Alors, ça ne veut pas dire que toutes, je pense que sur l'audit premier, il n'y en avait qu'une seule qui valorisait en agriculture qui a dû être retirée. Les deux autres ne valorisaient de toute façon pas en agriculture. Et je pense que sur l'audit 2, c'est la même chose, ou c'est deux qui ont dû être, qui étaient retirés. Mais il y a un suivi constant de la part de la SPGE, avec aussi, je vous en passe les détails, mais on se dit aussi, OK, on regarde aussi si, OK, les stations d'épuration, une fois que vous avez une analyse bof-bof, stockez-les, faites une analyse avant de les envoyer sur champ. S'il n'y a pas de problème, OK, vous les envoyez directement, vous pouvez encore, dans certaines conditions, les envoyer directement à bord de champ en attendant de, parce qu'on tient compte aussi des capacités de stockage des installations. C'est un enjeu quand même non négligeable. Alors, quelles sont les mesures qu'on continue à prendre? Parce que je vous dis, c'est des mesures temporaires sur base des connaissances scientifiques que nous avons et qui sont forcément partielles. La somme des 6 PFAS, on fait une somme mathématique. C'est pas une somme pondérée tenant compte des toxicités relatives. On en est conscient, et c'est une discussion qu'on a eue avec nos collègues de l'ICEP et du CRAW. On en est conscient de ça, mais à un moment, on va dire, il fallait au moins prendre un acte qui permettait au moins de fixer une règle, et elle est temporaire. On la réévaluera en fonction de l'évolution des connaissances. Et donc, pour faire ça, ça veut dire que la SPGE va continuer son poursuite de programme de monitoring sur les stations d'épuration urbaine, dans les eaux et dans les boues, et pas uniquement avec des échantillonnages ponctuels. Nous, on vient de lancer un monitoring sur les autres matières organiques, parce qu'effectivement, si les stations d'épuration urbaine sont forcément la première piste qu'il faut investiguer pour voir où on en est, il ne faut pas oublier les autres. Il faut aussi avoir une idée de qu'est-ce qu'on a dans les autres matières qui sont valorisées en agriculture. Donc, vous les voyez, et ça vient de démarrer en janvier 2025, mais ça prendra 2 ans. C'est l'Institut scientifique de service public qui a été chargé de faire ce travail. Alors, autre élément, c'est bien de définir un seuil de ce que dans la concentration dans les boues que vous pouvez amener. Vous amenez une charge, mais qu'est-ce que vous avez déjà au départ? Et ça, c'est des informations dont nous n'avons pas encore. Et donc, on doit encore lancer, on va lancer un marché public prochainement pour essayer de faire un programme de mesure sur les concentrations, le bruit de fond en PFAS dans les sols, mais en se concentrant sur les sols à usage naturel, c'est-à-dire zones protégées et forêts, les zones d'habitat à caractère rural, mais surtout les zones agricoles. En essayant de voir, tiens, on va faire évidemment un échantillonnage réparti sur la région wallonne. Est-ce qu'on a une idée initiale de la distribution spatiale? Et est-ce qu'on peut établir des relations entre les teneurs dans les sols par rapport aux utilisations et les autres caractéristiques du sol? Ce que je n'ai pas mis à l'écran, mais que je dois rajouter, c'est qu'on est aussi en train l'étude est en train de se finaliser, on est en train d'essayer d'affiner la liste des activités qui sont potentiellement concernées par une utilisation des PFAS. On a déjà une première liste, les Flamands ont fait une première, on s'en était inspiré, mais on se rend compte qu'il faut l'affiner. Pourquoi? Parce que l'intention, on est déjà en train de le faire, c'est d'adapter les permis et d'introduire progressivement dans les permis des normes, les normes de rejet en eau ou dans l'air, le cas échéant, mais c'est surtout dans l'eau. Et pour ça, il faut savoir qui est concerné. Alors, derrière ça, c'était un projet qui était même antérieur, mais ce qu'on a voulu faire aussi, ça date déjà de 2021, mais c'est un gros chantier. On s'est dit, OK, on a un décret sol qui nous habilite à prendre des mesures de protection des sols et donc de cadrer l'utilisation de tous les fertilisants et les produits entrant sur le territoire wallon à ce niveau-là. Ça signifie donc fixer des normes par rapport aux substances, organiser une très certaine traçabilité en répartissant la responsabilité de la traçabilité entre producteurs et utilisateurs. Bon. Et puis surtout, ce qui a été le moteur, c'est ce règlement fertilisant de 2019, où à partir du moment où vous êtes estampillé CE dans un État membre, vous ne pouvez plus lui interdire son accès sur votre territoire. Il a le libre accès. Et par contre, vous devez quand même à un certain moment pouvoir dire, OK, ce produit-là, quelle est sa qualité, comment je fais et comment j'encadre son utilisation
par rapport à des produits qui, eux, continuent à être régulièrement analysés sur son propre sol. Savoir qu'en région wallonne, il est interdit d'importer, sauf dérogation, des effluents d'élevage pour épandage, par exemple. Les fertilisants, en tout cas, aussi interdit d'épandre ça sur des prairies, quoi. Enfin voilà, bref, quelques conclusions. Quand on aborde, enfin, la leçon que je retire de moi, en tout cas, et beaucoup de mes collègues les retirent, c'est qu'il faut aborder cette question-là avec beaucoup d'humilité, parce que c'est en perpétuelle évolution, mais ça ne nous dispense pas de prendre des mesures qui soient suffisamment pragmatiques. Mais c'est surtout, il faut beaucoup, une leçon qu'on prend, c'est qu'il faut beaucoup de transversalité. De la transversalité entre ceux qui s'occupent des sols, ceux qui s'occupent de l'agriculture, ceux qui s'occupent de la politique des eaux, et j'en passe, ceux qui s'occupent des permis, ceux qui s'occupent du contrôle de la police de l'environnement chez nous. Et c'est un gros travail de transversalité. Collaboration aussi avec les acteurs concernés et le monde scientifique, c'est essentiel. Les acteurs de l'agriculture et aussi les industriels concernés, notamment la Fédération des industries alimentaires. Et les mesures préventives ont été fixées temporairement parce que voilà, il y a toute une série de connaissances ou d'hypothèses qu'il faut vérifier, les méthodes de mesure. Contexte européen en évolution. 9 avril prochain, un trilogue en principe final pour déterminer si finalement on a bien une directive sur la surveillance des sols au niveau européen ou pas. Les PFAS font partie des débats. Il y a les projets de recherche et d'investigation. Et puis, il ne faut pas oublier, interdire l'épandage de but en blanc aurait amené les acteurs à se dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme alternative? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et quelle est leur durabilité? Et tout ça, c'est l'essentiel, c'est d'avoir un dialogue à ce niveau-là. Donc, bref, il faut trouver un équilibre entre les différentes matières, entre les différents acteurs. Et c'est le rôle de l'administration à ce niveau-là, mais en nous appuyant sur tous les acteurs et surtout sur le monde scientifique qui, lui, doit encore nous alimenter afin de perfectionner la réglementation qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas. Et peut-être juste un dernier truc. C'est un des projets au niveau wallon et c'est uniquement à ce titre-ci pour sensibiliser les gens au fait de dire, tiens, intéressez-vous à votre sol, qu'est-ce qu'il y a dedans, sur base d'une observation peut-être olfactive, mais surtout visuelle. Prenez une pelle, prenez des gants, prenez un seau, retirez une motte et allez voir ce qu'il y a dedans. On lance un indice de qualité des sols wallons qui devrait permettre, parce que je trouve aussi que le citoyen, on se rend compte qu'on a beaucoup légiféré sur l'eau, sur l'air, sur un tas de choses. En matière de sol, Dieu sait si c'est sensible au niveau de l'être humain, mais on se rend compte que on peut légiférer, mais aussi que les gens s'intéressent vraiment, de se dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sol, qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon sol. Et ça, c'est un des mantras qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà, merci, j'ai un peu dépassé, mais désolé.